Si on est honnête, c'est ça. Comment reconstruire, et c'est peut-être une chance, c'est-à-dire comment reconstruire en quelque sorte à zéro. Alors pour reconstruire à zéro, ma proposition, c'est de dire qu'il y a une figure qui peut nous aider. C'est celle de Socrate, c'est-à-dire c'est le début de la philosophie occidentale. Le début de la philosophie occidentale, c'est une figure extraordinaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui commence par dire je sais que je ne sais rien, donc qui est dans un dénuement très profond, et qui va décider d'essayer de chercher à comment justement construire quelque chose, construire une vérité, et qui a une foi énorme, une seule chose, c'est une sorte de la raison, en quelque sorte, la raison humaine. Il ne s'appuie pas sur la révélation, peut-être d'autres peuvent s'appuyer sur la révélation, il ne s'appuie pas sur la tradition, il ne s'appuie pas sur les opinions communes un peu dans ce monde, il dit non, rien n'est valable, mais il y a quelque chose, il y a une petite flamme, il y a quelque chose qui peut nous conduire, c'est ce qu'on pourrait appeler la raison. Évidemment, c'est une raison en un sens très large, c'est une raison qui est quand même, vous voyez, chez Socrate, il utilise des allégories, il parle des mythes, il parle du daimon, il entend une sorte d'être qui lui parle à des moments et qui l'interrompt dans son raisonnement et qui dit non, mais ton raisonnement, il est faux, et il dit ah, mais mon daimon m'a dit que mon raisonnement était faux, tiens, mais bon, donc si vous voulez, c'est une notion de raison qui est très large, qui est très ouverte, qui n'est peut-être pas ce que nous on entend aujourd'hui au XXIe siècle par la raison. C'est pas exactement la raison scientifique, scientiste et tout ça. C'est une raison très large. C'est peut-être une raison très complexe. Je pense qu'Edgar Morin, pour moi, avec sa pensée complexe, est proche, et aussi dans cette filiation de Socrate. C'est une raison assez ouverte aux autres cultures, ouverte je dirais pas à l'intuition forcément, mais ouverte à examiner. Bon, il faut par contre qu'il y ait des arguments. Socrate, simplement, ce qu'il lui demande, c'est qu'il faut que quand quelqu'un a une position, propose quelque chose, il donne des arguments. C'est le seul critère. Voilà, le seul critère. Donc on peut proposer tout ce qu'on veut, tout le monde peut venir, les sophistes peuvent venir, les ennemis de Socrate dialoguer avec Socrate. Il lui leur demandait simplement donner des arguments. Pourquoi vous pensez ça? Qu'est-ce que vous pensez? C'est tout ce qu'on demande. C'est très simple, c'est un minimum. Hein. Et donc, si vous voulez, en prenant l'inspiration de Socrate, il me semble qu'on peut faire quelque chose aujourd'hui qui serait de réunir des gens, c'est des électrons libres, ça peut être des gens, n'importe qui, ça peut être fait très simplement par très peu d'individus, de personnes qui sont conscients de cet état un peu d'incertitude dans lequel on est, de vide ou d'effondrement global dans lequel on est, et qui vont enquêter simplement, enfin décident ensemble de se dire bon, on ne sait pas finalement où on en est, mais on peut s'en sortir peut-être, parce qu'on a une certaine foi, on a raison, qui va reconstruire des choses. Moi, ce que j'appelle la recherche de la vérité par la raison. C'est ça le projet de Socrate, c'est ça le projet qui a donné sens à la civilisation européenne et peut-être à la civilisation euro-méditerranéenne plus largement, puisque je pense qu'on peut inclure la Méditerranée dans cette visée-là, c'est-à-dire se mettre ensemble, discuter, voir ce que chacun propose et voir les arguments que chacun propose et décortiquer les arguments, et puis il y aura des meilleurs arguments et petit à petit il faut se dégager des vérités, tout simplement. C'est la démarche de la science. Finalement, la démarche de Socrate a donné lieu à une des seules choses qui a l'air de marcher, auxquelles on peut avoir un peu foi dans notre société, c'est la science et la technique, même si elle n'est pas toujours très bien utilisée, mais elle est des fois très bien utilisée aussi. Donc ça a donné lieu à la science. Mais le problème, c'est que la science s'est spécialisée, traite de problèmes de moyens et pas de problèmes de fin. Donc la science, elle vous dit comment, elle ne vous dit pas pourquoi en gros. Elle sait construire une centrale nucléaire, mais elle ne vous dit pas s'il faut utiliser, vous en Alsace, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, s'il faut utiliser une centrale nucléaire, ne pas l'utiliser, l'utiliser d'une certaine façon. Bon. Elle ne vous dit rien en fait, la science. Elle vous dit rien sur les finalités, sur l'utilisation des moyens. Donc, qu'est-ce qui va nous dire quelque chose d'une manière raisonnable, sensée, posée sur les fins, sur les finalités, sur les buts, sur le sens, qui nous donnera des repères? Qu'est-ce qui peut? La raison. En se mettant ensemble, en discutant, il doit être possible de déterminer des finalités. Il doit être possible de déterminer des projets politiques. On en revenait tout à l'heure, projet de société. Il doit être possible de déterminer des modes de partage des richesses, puisqu'on est dans une société encore riche. Il doit être possible de déterminer l'utilisation des technologies. Donc, il faut mettre en œuvre la raison, pas seulement pour résoudre des problèmes techniques, mais pour résoudre des problèmes philosophiques, des problèmes de fin. C'est tout simple. C'est ce que faisait Socrate. Mais alors le problème sur lequel on est, c'est que les philosophes n'y croient plus.
Les philosophes occidentaux postmodernes ne croient plus en la raison, ne croient plus au projet de Socrate. Donc les gens qui devraient nous éclairer, qui devraient nous dire voilà comment on pourrait éventuellement avancer ensemble, en général, pas tous, parce qu'il y a des gens comme Habermas qui croient en la raison, il y a des gens comme Karl Popper qui croient en la raison, je prends quelqu'un plutôt connoté à gauche et quelqu'un plutôt connoté à droite, les deux croient en la raison. Il y a donc, mais disons, il y a encore des très grands philosophes, très estimables, qui croient en la raison. Mais il y a hélas beaucoup de philosophes occidentaux qui sont tombés dans une sorte de nihilisme et qui ne croient plus en la raison, donc qui disent tout le temps non, non, on ne va rien trouver par la raison, c'est même pas la peine de discuter. Et puis il y a aussi des philosophes estimables qui ne croient pas en la raison. Par exemple, vous avez des gens dans le courant qui sont inspirés ou qui dérivent d'un philosophe qui s'appelle Max Weber. Max Weber, il dit quoi? Il dit quoi dans une conférence qui s'appelle Le savant et le politique? Il dit que quand il est question de système de valeurs, de conflit de valeurs, on ne peut pas départager certains conflits de valeurs par la raison. Par exemple, il prend l'exemple de l'éthique du sermon sur la montagne de Jésus. Donc il dit voilà, ça c'est une vision de la morale de Jésus, la vision chrétienne. Le sermon sur la montagne, si on te fait du mal, ne rend pas le mal. Et puis il y a la vision, disons, naturaliste de la morale. Si on te fait du mal, tu fais du mal. La loi du talion. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Et Max Weber dit plus ou moins dans cette conférence, bon, je ne fais pas, des spécialistes de Max Weber me critiqueront, hein. Là je simplifie et peut-être que je trahis un peu, mais bon, on peut le tirer dans ce sens-là, disons. Il dit, ce sont des systèmes de valeurs qu'on ne va pas pouvoir départager. Certains vont adhérer au sermon sur la montagne, certains vont adhérer à œil pour œil, dent pour dent, mais quand on arrive à des conflits de valeurs, on ne peut pas aller plus loin, en quelque sorte. Si vous voulez, la raison bute sur une sorte d'impossibilité logique. Il n'y a pas un métaniveau au-delà des valeurs qui permettrait de trancher et dire ça, c'est un meilleur système que ça pour tel et tel argument. Donc, à ce moment-là, oui, mais alors, vous voyez, le problème, c'est que si on va loin dans cette pensée, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que chacun adhère arbitrairement. Alors, moi, j'adhère à tel système moi, j'adhère au sermon sur la montagne parce que ça me paraît vrai, et puis l'autre adhère à la loi du talion, ou à l'hindouisme, ou au nihilisme, parce qu'il faut qu'il y ait quand même des critères. Donc, il y a eu, heureusement, beaucoup de réactions à ça, et notamment, il y a Karl Popper, justement, explique que non, et Raymond Boudon après lui, et d'autres, que en fait, certains conflits... Parce que, si vous voulez, si on va à l'extrême de ce raisonnement, le risque, ce que dit pas Max Weber, hein, mais le risque, c'est après d'aller plus loin et dire, par exemple, entre démocratie et dictature, on ne peut pas trancher par la raison. À la limite, certains, pour leur système de valeurs, ils adhèrent à la démocratie, d'autres, pour leur système de valeurs, ils adhèrent à la dictature, ou par exemple à des systèmes de royauté, pourquoi pas? La royauté comme le roi de droit divin en France. Et si on peut pas, c'est des systèmes de valeurs différents ou des systèmes de finalités différentes, comme on ne peut pas départager les finalités par la raison, on n'a aucun argument réellement pour dire que l'un est meilleur que l'autre. À la limite, c'est une question de préférence. Donc, on choisit finalement nos systèmes politiques ou nos systèmes religieux, comme on dit, je préfère la glace à la vanille ou la glace à la fraise. Voilà, ça relève de préférence. On ne peut pas effectivement expliquer par la raison pourquoi il faudrait manger plutôt une glace à la vanille qu'une glace à la fraise. Et de même, on ne peut pas expliquer par la raison pourquoi le sermon sur la montagne c'est mieux qu'une morale agressive, pourquoi la dictature, c'est un système totalitaire, c'est mieux ou moins bien qu'un système démocratique. Pourquoi. Donc si on ne peut rien départager par la raison, c'est plus que des préférences et des rapports de force. Il ne reste plus que ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui préfèrent ça, et ils veulent être dans leur système, ils vont le défendre par la force, d'autres préfèrent un autre système, et il n'y a plus de dialogue possible. Donc, il n'y a que des conflits. Alors, ça va être des conflits de religion, des conflits de partis, des conflits de classe sociale, par exemple. Par exemple, un conflit de classe sociale, il ne va pas se régler par la raison dans cette vision-là. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont intérêt au capitalisme, le capitalisme continue, c'est leur intérêt. Il y a des gens qui ont intérêt au socialisme ou au communisme, c'est juste une question d'intérêt. Mais il n'y a pas un système qui est intrinsèquement meilleur, en quelque sorte, du point de vue de la vérité. Il y a un système qui est plus dans les intérêts d'un groupe et un système qui est plus dans les intérêts du groupe. Et la seule chose qui va les départager, c'est un rapport de force. Il n'y a pas un système englobant qui serait de l'intérêt des deux. Les intérêts, ils ne convergent pas. Il y a des intérêts opposés qui créent leur raisonnement, qui se justifient, qui font croire qu'ils sont universels, mais en fait, ils ne sont pas universels, et qui se combattent. Donc, il y a les classes sociales qui se combattent, et il n'y a pas de dialogue, en fait. Une classe sociale est plus puissante qu'une autre, elle prendra le pouvoir, et si l'autre est plus puissante, elle prendra le pouvoir. Mais oui, il n'y a pas de dialogue, c'est juste un rapport de force. De même, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas trancher. Pour les religions, on ne peut pas trancher. On ne sait pas laquelle est vraie ou fausse, ou l'athéisme et les religions, on ne sait pas. Donc, l'un, il a la foi, l'autre, il ne l'a pas. Bon,
qu'est-ce qui reste? Alors, soit ces gens peuvent coexister plus ou moins gentiment, on crée des règles de droit, on crée une société multiculturelle, bien structurée. Il y a le gars qui à la fois qui fait ses caricatures, qui fait pas de caricatures, et qui va à son église, à son temple, etc. Et il y a le gars qui n'a pas la foi, qui fait ses caricatures, et les deux, ils vont coexister. Mais on sent bien que à un moment, est-ce qu'il ne faudrait pas un moment qui dialogue pour savoir, par exemple, si Dieu existe ou il n'existe pas? Si c'est possible de trancher la question par la raison. Est-ce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui, on envoie des fusées sur Mars, au moins d'organiser un débat, au moins d'essayer de débattre là-dessus, au moins de mettre des gens qui sont très croyants et qui ont des arguments pour être croyants, des gens qui sont incroyants et qui disent qu'ils ont des arguments pour être incroyants, et dire que valent vos arguments. Après, on dira peut-être on ne peut pas trancher la question, mais pas avant le débat. Après, peut-être, on verra que c'est une question insoluble. C'est peut-être une question insoluble par la raison humaine. Peut-être qu'il faut effectivement quelque chose d'inexplicable, qui est la foi pour croire, et que certains l'ont et certains ne l'ont pas. C'est possible. Mais moi, avant que le débat ait lieu, je ne vois pas pourquoi on dit d'avance que c'est pas possible de résoudre. Alors il y a Kant, bon ça c'est un vaste débat, il y a Kant qui dit que les questions métaphysiques ultimes, on ne peut pas les résoudre par la raison. Mais c'est compliqué, parce qu'il y a d'autres philosophes qui disent pas ça. Donc on ne peut pas, si vous voulez on en parlera après, c'est un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet fondamental aujourd'hui. La question de la religion est au cœur de notre société, au cœur de nos débats, et je préférerais plutôt qu'on débatte de la burqa, du burkini sur la plage pendant 3 mois, que des gens de bonne volonté de tous horizons se réunissent pour discuter de l'existence de Dieu, du sens de la vie, du sens possible de la vie. Ça me paraîtrait plus intéressant. L'énergie et l'argent qu'on dépense pour discuter du burqa, si on les dépensait pour discuter du fondement. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'éléments nouveaux. Il y a quand même la physique contemporaine, la biologie contemporaine, la psychanalyse, l'histoire des religions. Il y a quand même des éléments qui pourraient peut-être, je ne sais pas, les faits qu'on ait maintenant des bouddhistes en Occident, des hindouistes, donc qui ont une autre vision de la religion que notre monde méditerranéen, il y aurait peut-être moyen de rediscuter d'une façon différente qu'à l'époque de Kant, du problème de l'existence de Dieu. Peut-être, ou peut-être pas. Peut-être que Kant a tout dit, on ne peut pas dire plus loin. Mais pour moi, la question elle est quand même posée. C'est des questions fondamentales. Pourquoi notre société dépense pas un peu d'argent, un peu d'énergie pour ça, pour organiser un vrai débat ouvert, cohérent sur une question comme ça? Pourquoi pas? Parce que, comme je vous ai dit, les philosophes pensent d'avance, les philosophes aussi français pensent d'avance, ils sont postmodernes, que la question, elle ne se pose plus. Soit ils sont nihilistes, ils pensent que Dieu est mort, donc là, il n'y a même plus à en parler. Alors là, ils sont vraiment européocentristes, parce que pour eux, Dieu est mort, mais pour les gens du Sud, pour les hindous, Dieu n'est pas mort. Donc pourquoi Dieu n'est peut-être pas mort, en fait? Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, mais eux, ils pensent que Dieu est mort. Donc c'est même pas la peine d'en discuter. C'est réglé, mais même depuis Nietzsche, ça fait 200 ans que c'est réglé pour eux. D'autres sont kantiens, alors ils disent de toute façon le débat il donnera rien. Alors donc les philosophes ils veulent pas ce débat, les philosophes continentaux. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis actuellement il paraît que depuis une quarantaine d'années il y a un grand débat sur ces questions-là avec des scientifiques, des philosophes de courant analytique qui sont pas du tout certains sont athées, d'autres sont croyants, ils débattent rationnellement de cette question. Donc on est vraiment en retard. Donc pourquoi nous on le fait pas? Pourquoi eux en Amérique ils le font et nous on le fait pas? Pour les raisons que je vous dis, parce qu'on pense que Kant on ne dépasse pas Kant. Que donc Kant a réglé la question, donc on ne peut plus en parler. On a l'autorité de Kant, le maître a dit que. Donc voilà, on est philosophe, on prétend qu'on ne suit pas les arguments d'autorité, on suit un argument d'autorité, c'est celui de Kant. On ne peut plus discuter de métaphysique, mais à mon avis, ça ne tient pas. Et au contraire, c'est le moment de rediscuter de métaphysique, mais d'une autre façon, avec justement des gens non occidentaux, avec des bouddhistes, avec des musulmans, avec des hindouistes, avec, je ne sais pas, différents courants qui voudront, avec des athées bien sûr, des agnostiques, des philosophes, etc., des scientifiques, des physiciens, des biologistes, et en structure en débat. Alors voilà, là où j'en arrive à ma proposition. Ma proposition, c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui, dans nos pays, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais disons, je n'en connais pas, d'organismes ou d'associations qui décident de discuter méthodiquement, rationnellement, des grandes questions. Et ce serait cet organisme-là, ce lieu-là, qui permettrait de répondre en partie à nos problèmes actuels. En tout cas, nos problèmes fondamentaux. Il faudrait une sorte d'organisme qui pourrait être fait par un mécène, ça pourrait, au lieu de faire du mécénat pour des bateaux à voile ou du football, si un mécène simplement décidait de créer un organisme comme ça, c'est pas un organisme qui demande des moyens considérables. C'est pas forcément l'État qui a besoin de faire ça. Mais il faut que ce soit un organisme qui réponde à des conditions, qui soit neutre, par exemple, qui ne roule pas ni pour une religion, ni pour une idéologie politique, qui ne roule que pour la vérité, qui ne cherche que
ce qui pourra éventuellement s'appeler vérité, ou si la vérité est qu'il n'y a pas de vérité, mais qui roule sur la recherche de la vérité. Donc il ne promeut pas, il promeut même pas la tolérance, ou la tolérance n'est qu'un élément de méthode. Mais donc, le débat qui aurait lieu, il peut aboutir à des résultats tout à fait indéterminés. Il ne va pas forcément aller dans le sens qu'on veut nous. Il peut tout à fait, peut-être que la démocratie est une illusion, j'en sais rien. Peut-être que ce débat montrerait que les libéraux ont raison. Moi, je suis pas très libéral. Je suis pas non plus anti-libéral, mais j'ai beaucoup de doutes sur le libéralisme. Mais peut-être qu'un débat argumenté sur l'économie, sur la philosophie libérale, et anti-libéraux et libéraux discuteraient, et que les libéraux montreraient qu'ils ont raison. Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir à l'avance. Comment savoir à l'avance le résultat du débat? Mais s'il n'y a pas un débat où chacun donne méthodiquement ses arguments sur la question, comment on sait? Comment ils font les gens pour adhérer à des partis politiques? Comment on fait pour voter? Moi, j'en sais rien. Moi, j'ai pas. Comment je fais pour voter? Bon, si, je sais. Je prévois plus ou moins ce que ça va donner. Je sais. Mais plus fondamentalement, comment je fais, par exemple, pour dire aujourd'hui, je suis croyant? Mais pourquoi je serais croyant? J'ai la foi. Mais plein de gens ont la foi. Il y a des gens, ils ont la foi en Jésus, et d'autres, ils ont la foi en Bouddha, ou ils ont la foi en Zoroastre, ou on en voit partout des gens qui ont des foi différentes. Alors, si la foi m'est tombée dessus, pourquoi je croirais que ma foi, elle est juste, plutôt que la foi du voisin qui a foi en autre chose? Et en fait, qui a raison? Alors, si je regarde de plus près, en fait, ça repose pratiquement, sauf sur quelques sujets. Alors, effectivement, en tant qu'individu, j'ai le temps et l'énergie de me consacrer à quelques sujets. Par exemple, si j'étudie vraiment, je peux arriver à la conclusion, peut-être que l'alimentation bio, elle est moins mauvaise pour la santé que l'alimentation chimique. L'alimentation avec des pesticides, ça donne peut-être plus de maladies que l'alimentation sans pesticides. Ça, en étudiant le dossier, je peux y arriver. En étudiant le dossier, je peux peut-être me faire une idée, même sur l'économie, même peut-être me faire une idée que la croissance indéfinie, ça va pas marcher parce que la planète, elle est limitée, etc. Donc, plutôt détourner mon vote des partis, enfin, aller vers certains partis et pas vers d'autres, etc. Donc, effectivement, avec mes moyens limités d'individu, je peux arriver à certaines hypothèses qui me semblent fiables. Mais c'est quand même limité. D'où l'idée que ce serait mieux s'il y avait un organisme auquel je pourrais participer, bien sûr, qui aiderait à construire ce débat, qui pourrait m'éclairer, qui pourrait lui avoir des moyens que je n'ai pas, du temps que je n'ai pas, qui pourrait mettre plein de spécialistes en branle pour vraiment décortiquer les questions. Mais il faudrait que cet organisme puisse faire confiance. Donc, comme je vous dis, qu'il n'ait pas une idéologie préalable, qu'il soit objectif, qu'il ait une méthodologie à laquelle je peux adhérer, etc. Et qu'il soit ouvert aux arguments de tous les camps, etc. Donc, c'est ça que je pense qu'il faut construire ensemble. C'est-à-dire, il faut acter du fait de notre ignorance, et il faut se dire qu'il faut qu'on construise ensemble un lieu qui permette de débattre des questions fondamentales et d'avancer sur les questions fondamentales. Questions fondamentales lesquelles? Les grandes questions métaphysiques. Si jamais la raison peut en dire quelque chose, ce qui serait une des premières questions à traiter. Est-ce que la raison a quelque chose à nous dire des buts ultimes de la vie ou pas? Les questions donc de sens, les questions éthiques. Quels sont les systèmes éthiques les plus valables et pourquoi, etc. Comparer différentes formes d'éthique. Les questions politiques, les questions éventuellement économiques, les grands systèmes économiques, les mettre en débat. Et voilà, en fait, c'est tout. C'est pas non plus un nombre infini de questions. Il y a quelques grandes questions métaphysiques, quelques grandes questions politiques, quelques grandes questions économiques. C'est pas non plus, on n'est pas, si vous voulez, dans quelque chose de si proliférant que ça. Et après, il faut une méthode qu'on peut appliquer. Consiste en quoi la méthode? En fait, qui est simple, qui est du bon sens. Après, c'est compliqué à mettre en pratique. Mais la méthode, elle est presque évidente une fois qu'on a compris le truc. C'est simplement poser une question et aller interroger et voir les réponses possibles à cette question. Une question, je ne sais pas, quel est le meilleur système économique possible aujourd'hui? Il y a la réponse des libéraux. En fait, ça correspond en gros à plusieurs partis politiques. Donc on prend les partis politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche. On leur demande quel est le système économique qu'ils préconisent au sens le plus philosophique possible, et en leur demandant de lister bien tous les arguments qui disent qui donnent à l'appui de leur solution préconisée. Donc on va sans exclusif, on n'exclut personne. Je veux dire, même un petit parti qui a 1,5% des voix, on prend. Même un parti peut-être farfelu, s'il a de mauvais arguments, il aura de mauvais arguments, c'est tout. On le prend, et puis on voit. Et à mon avis, on n'aura pas une infinité de réponses. On verra que sur le système économique qui est proposé, il y a
à mon avis, peut-être 10 modèles. Il y a 10 modèles économiques proposés, en allant vraiment de l'extrême gauche à l'extrême droite. Je ne pense pas qu'il y en ait plus que ça. Il y aura des modèles très fermés, très autarciques, il y aura aussi des modèles anarchistes, d'autogestion, etc. Il y aura des modèles de marginaux, il y aura... Bon, il n'y en aura pas tant que ça, parce qu'on s'apercevra qu'il y a aussi parfois plusieurs partis qui se réfèrent en gros au même modèle. Hein. Parfois, bon, on a, je crois, à peu près 80 partis politiques en France. Mais je ne pense pas qu'il y ait 80 modèles économiques. Il y a, parce qu'il y a plusieurs partis qui sont en gros libéraux, il y a plusieurs partis qui sont en gros socialistes, il y a plusieurs partis qui sont en gros marxistes. Donc, on pourra les regrouper, on aura un nombre de réponses limité. Sur ces réponses, il y aura des arguments, et il y aura aussi un nombre d'arguments assez limité. Et donc, il sera possible de faire un bilan en prenant des spécialistes, en décortiquant chaque argument, en disant voilà les modèles, par exemple les modèles de société proposés, ils sont en nombre de 10 possibilités, avec tels arguments, tels paris, et avec leurs arguments et la critique et la discussion autour de leurs arguments. Et là, les citoyens pourront y voir clair et la démocratie pourra avancer. Parce que si on ne fait pas ce que je dis là, parce que ce que je dis là, bon, on va me dire c'est une utopie, etc. Pour plein de raisons, les gens n'y croient pas à ce projet. Je suis seul à parler de ça à ma connaissance. Bon, admettons que je me trompe, je suis un fou qui délire dans son coin, vous êtes sympa, vous êtes venu, mais en fait je suis un fou. Ok, on ne fait pas ça. Mais franchement, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? C'est ça le problème. C'est-à-dire, on va faire quoi ? On va attendre qu'il va y avoir d'un côté l'extrême droite qui va monter partout en Europe et les anti-extrême droite qui vont se taper dessus ? On va attendre qu'il y ait un accident nucléaire majeur ? On va attendre combien de temps comme ça ? Et qu'est-ce qu'on propose de mieux ? Alors, je dirais simplement une chose pour un peu adoucir. Il est évident que je simplifie beaucoup les choses. Il est évident qu'il y a beaucoup d'objections à ce que j'ai dit dont je suis conscient, notamment de la part de philosophes. J'ai eu surtout des objections de la part de philosophes qui pensent que c'est une démarche impossible, pour des raisons philosophiques sérieuses. J'ai traité ces objections assez techniques dans mon livre Après le relativisme, qui est mon livre le plus philosophique. Les autres ouvrages sont beaucoup plus des manuels pour vraiment agir dans une société complexe et justement tenir compte de cette fragmentation et tous ces points de vue divergents qui se combattent et aller au-delà de ça. Les autres livres sont plus pratiques. Le livre Après le relativisme est le plus philosophique. Mais bon, je suis conscient qu'il y a beaucoup de choses et dans un exposé comme ça, je simplifie. D'autre part, je fais peut-être un peu de caricature aussi. Je fais aussi peut-être un peu de provocation. Quand je dis tout est en ruine, c'est plus compliqué que ça. Il y a du bien, il y a du mauvais, il y a des systèmes, on peut discuter. J'ai beaucoup simplifié, évidemment, pour un peu provoquer. C'est évident que dire le communisme a échoué, c'est un peu un emporte-pièce, ça peut se discuter. Il y a des philosophes très intéressants comme Alain Badiou, comme Cizek, qui se réfèrent au marxisme et qui ont certainement beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que c'est dur d'adhérer en masse maintenant aujourd'hui à un projet communiste comme on y adhérait en 1930, quoi.